Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence rapidement avec une première actualité qu'on va vous expliquer. Les syndicats de police ont réagi aux annonces du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, hier. Le ministre, qui est donc en charge de la sécurité au sein du pays, a annoncé notamment l'abandon de la méthode dite de l'étranglement, c'est-à-dire la prise par le cou, car elle comporte, selon lui, des dangers. Mais le truc, c'est que cette annonce n'a pas fait l'unanimité parmi les forces de l'ordre, elle a même été publiquement contestée par plusieurs syndicats de police. Pour Grégory Joron, le secrétaire général adjoint du syndicat CGP Police FO, eh bien c'est très compliqué d'interpeller quelqu'un qui ne se laisse pas faire sans contrainte physique. Même discours pour Frédéric Lagache, le délégué général du syndicat Alliance, pour qui l'étranglement est la seule technique qui permette de maîtriser un individu dont le poids est supérieur au policier. Autre mesure annoncée par Christophe Castaner et qui a été critiquée par certains syndicats de police, eh bien la suspension de policiers pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. Le syndicat Alliance a peur que certaines suspensions soient fondées sur des rumeurs et affirme que les policiers ont, comme tous citoyens, le droit à ce que l'on appelle la présomption d'innocence. En tout cas, les syndicats doivent rencontrer Christophe Castaner jeudi pour discuter de ces nouvelles annonces et de comment les mettre en place. Ces derniers jours, on a logiquement beaucoup évoqué de critiques adressées aux policiers via notamment le travail et les enquêtes de Mediapart, Arte Radio ou encore Street Press, et ça me semblait important aujourd'hui de vous partager comment eux reçoivent ces annonces, donc évidemment plus largement, on vous tient au courant dans les jours à venir. Autre information, en France, les proches d'Adama Traoré, décédé en juillet 2016 suite à une interpellation en région parisienne, ont été invités par la ministre de la Justice Nicole Belloubet pour discuter de l'affaire. Cette demande viendrait en réalité du président de la République en personne qui aurait demandé dimanche à Nicole Belloubet de se pencher sur le dossier. Aujourd'hui, les proches d'Adama Traoré ont refusé l'invitation de la ministre. Ils ont déclaré dans leur communiqué, je cite, la famille d'Adama Traoré rappelle qu'elle attend des avancées judiciaires et non des invitations à la discussion qui n'auraient aucune finalité procédurale. De son côté, l'avocat de la famille Traoré, maître Yassine Bouzrou, a rappelé sur Twitter le principe de la séparation des pouvoirs qui interdit au gouvernement d'intervenir dans des affaires judiciaires. Aujourd'hui, en fait, la demande principale de la famille d'Adama Traoré, c'est que les gendarmes impliqués dans l'interpellation du jeune homme soient convoqués devant la justice, interrogés et mis en examen. La famille a également appelé à un rassemblement national massif samedi 13 juin à 14h30 au départ de la place de la République à Paris. Et du coup, comme il y a quelques jours, là aussi je serai sur place et je ferai un direct sur Twitch pour suivre l'évolution de la situation et de la manifestation. Au passage, rien à voir, mais pour clore l'actualité nationale, le bilan quotidien lié au coronavirus apparaît actuellement à l'écran et vous pouvez faire pause si jamais c'est un élément qui vous intéresse. Enfin, avant de passer aux actualités internationales, le dernier sujet dont je voulais vous parler maintenant, c'est la polémique autour de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, et qui a eu des propos considérés comme étant transphobes. En gros, tout est parti du titre d'un article qui n'a pas plu à l'écrivaine. Il s'agit d'un article publié sur le site d'Evex et intitulé « Créer un monde post-Covid-19 plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles ». J.K. Rowling n'a pas aimé la formulation de l'article et pour elle, les personnes qui ont leurs règles auraient pu être remplacées par les femmes. Le truc, vous l'aurez peut-être compris, c'est que cette remarque n'est pas du tout passée auprès de certains internautes, notamment auprès des personnes transgenres. Pour rappel, une personne transgenre, c'est une personne dont le genre ne correspond pas à celui qui lui a été assigné à la naissance. Ce qu'ont voulu souligner certains internautes ici, c'est qu'un homme trans, c'est-à-dire quelqu'un qui est né avec un sexe féminin, peut avoir ses règles tout en se considérant comme un homme. Et d'ailleurs, inversement avec une femme trans qui est née avec un sexe masculin et qui donc n'a pas ses règles. Daniel Radcliffe, l'acteur qui a incarné Harry Potter au cinéma, a réagi à la polémique et il s'est opposé aux propos de J.K. Rowling. Il a expliqué, je cite, que toutes les femmes transgenres sont des femmes et il s'est même excusé à la place de l'auteur. L'acteur a expliqué qu'il essayait d'être, je cite, un meilleur allié pour les personnes transgenres, ce qui lui a valu d'être largement félicité par la communauté et plus largement par les fans de Harry Potter. En tout cas, comme d'habitude, si vous voulez davantage d'informations, je vous mets des liens directement en description. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec une info qui me semblait importante à vous partager. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie de Covid-19 s'aggrave dans le monde. L'organisation, qui reste très critiquée par les États-Unis, on en a déjà parlé sur cette chaîne, affirme que plus de 100 000 nouveaux cas ont été recensés chaque jour ces derniers jours. Hier, le bilan quotidien mondial a même atteint plus de 136 000 nouvelles contaminations dans le monde, soit le chiffre le plus élevé en 24 heures depuis le début de l'épidémie. Et pour rappel, le nombre de contaminations dont on parle ici, c'est le nombre de cas détectés et pas le nombre de cas réels, puisque logiquement on ne teste pas toute la population mondiale, et donc en réalité le nombre de cas réels quotidiens serait beaucoup plus important. En fait, la pandémie ralentit en Europe, du coup on en parle assez logiquement un peu moins, mais pourtant c'est important de noter qu'elle reste très présente dans le reste du monde. Par exemple, 75% des nouveaux cas dont je vous parlais à l'instant concernent le continent américain et certains pays d'Asie comme l'Inde par exemple. Aux États-Unis, le pays où le virus a tué le plus
de personnes, la pandémie stagne depuis plus d'un mois, autrement dit la situation ne s'améliore pas vraiment. Depuis début mai, il y a eu environ 20 000 nouveaux cas par jour et on n'observe aucune réelle diminution au fil des semaines. En fait, d'après les experts, si la courbe du nombre de contaminations ne redescend pas aux États-Unis, c'est parce qu'une partie du pays a pris le relais sur l'autre. En gros, certains États étaient contaminés au départ et le sont moins désormais, alors que d'autres connaissent à peine l'épidémie maintenant. Par contre, pour nuancer, le nombre de décès quotidiens a baissé. Il était par exemple de moins de 500 hier aux États-Unis en 24 heures, pour un bilan total à plus de 100 000 décès aux États-Unis depuis le début de l'épidémie. Bref, bilan général à l'heure actuelle dans le monde, plus de 7 millions de cas détectés et 400 000 morts depuis le début de l'épidémie. Enfin, concernant l'Europe, le continent reste évidemment en état d'alerte. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne, plusieurs hypothèses sont sur la table, mais il n'est pas impossible que le virus réapparaisse notamment à l'automne, donc il faut rester très vigilant. Dernière actualité à l'étranger, on va parler du Brésil. Le président Jair Bolsonaro est accusé d'avoir manipulé les chiffres officiels du Covid-19. Depuis le début de l'épidémie dans le pays, les chiffres officiels donnés par le gouvernement sur les contaminations et les décès sont remis en question par les scientifiques et beaucoup pensent qu'ils sont sous-évalués. Il y a quelques jours, pendant plusieurs heures, la plateforme du ministère de la Santé qui affichait les résultats du nombre de morts du Covid-19 au Brésil a disparu et quand elle est revenue quelques heures plus tard, eh bien il manquait certaines données. Concrètement, aujourd'hui, il est encore possible de voir le nombre de morts dans les dernières 24 heures, mais le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie n'est plus disponible. De son côté, le président Jair Bolsonaro s'est défendu en déclarant que, je cite, le site était adapté et que auparavant, les données ne reflétaient pas la réalité du moment dans lequel le pays se trouve. Vous l'imaginez, sa réponse assez floue n'a pas convaincu toute la population et certains parlent même d'un coup d'état statistique. Un membre de la Cour suprême brésilienne, autrement dit l'un des sommets de la justice brésilienne, a d'ailleurs tweeté, je cite, la manipulation des statistiques est une manœuvre des régimes totalitaires. En réaction donc, plusieurs médias brésiliens ont décidé de continuer à compiler et diffuser ces données. Pour eux, le Brésil compte plus de 700 000 cas confirmés et plus de 37 000 décès, mais ces chiffres, encore une fois, seraient très largement sous-estimés. On en a déjà parlé sur cette chaîne, le président brésilien Jair Bolsonaro est très fortement critiqué, notamment parce qu'il s'oppose depuis le début de l'épidémie aux mesures de confinement. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé a réagi en appelant le gouvernement brésilien à faire preuve de transparence pour que l'OMS, je cite, continue à aider le pays à lutter contre le virus. Du coup, évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. Avant le débat du jour, comme tous les jours, on passe à la note positive et aujourd'hui je voulais vous parler d'une initiative du footballeur Keita Baldé. Depuis le début de la crise sanitaire, environ 200 travailleurs sénégalais sont bloqués dans la ville de Lleida en Espagne car ils ont perdu leur travail. Ils étaient venus prêter main forte aux agriculteurs de la région avant la crise sanitaire, or depuis le confinement, vous l'imaginez, eh bien ils se retrouvent désormais sans revenus. Très touché par leur situation, le footballeur sénégalais de l'AS Monaco Keita Baldé a loué un immeuble de 3 étages de la ville de Lleida, l'idée étant de loger 90 travailleurs sans abri. Keita Baldé a d'ailleurs publié une vidéo sur son compte Instagram où il annonce continuer ses recherches pour loger le reste des travailleurs. En tout cas, c'est une belle initiative qui mérite d'être évoquée et je vous mets des liens en description si ça vous intéresse. Hier, je vous ai demandé si vous trouviez que les mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre les violences commises par les forces de l'ordre étaient suffisantes. Vous avez été près de 40 000 à répondre et vous êtes une grande majorité à dire que non. Le débat du jour, c'est le suivant: craignez-vous une seconde vague de l'épidémie en France? Alors l'idée là, c'est pas de demander vos pronostics, on n'est pas épidémiologiste, mais plutôt de voir si le coronavirus a changé vos plans de vie pour les mois à venir, si vous craignez encore aujourd'hui une seconde vague, ou alors si au contraire vous n'avez plus trop peur et vous comptez vivre désormais quasi normalement. Du coup, pour participer comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite, et puis vous pouvez évidemment en débattre directement dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Je me permets de le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, en plus de cette chaîne YouTube, on a aussi un compte Instagram où chaque soir à 18 h, on publie un résumé des 5 actualités du jour, ça se lit en moins d'1 minute, c'est rapide, c'est facile à comprendre, donc si vous êtes intéressé, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, je vous mets le lien aussi directement en description. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, merci beaucoup pour votre confiance, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.